J'analyse cette autre semaine difficile pour le gouvernement Trudeau avec nos analystes. Marie Montpetit, Marc-André Leclerc, Sandra Aubé et Gilles Duceppe. Bonjour à vous quatre. Bonjour, Sarah. Sur cette controverse entourant l'application Arrive-Can, Marie d'abord, jusqu'à quel point c'est dommageable pour le gouvernement Trudeau? Ben, c'est extrêmement dommageable. Là. Je me demande si c'est pas un peu le dernier clou là, dans le cercueil du gouvernement libéral. Là. Je suis pas quelqu'un qui est très fataliste de nature, mais là, je veux dire, c'est un gouvernement qui va mal de session en session. Ils ont eu une mauvaise session l'année dernière. On se disait, bon, est-ce qu'ils vont être capables de reprendre le dessus? Depuis le début de la session parlementaire, c'est encore difficile. Il y a cette tuile qui s'ajoute avec peu de réponses, pas de responsables, pas de reddition de comptes. Donc, ça s'ajoute à tous les enjeux qu'ils ont eu. On a qu'à penser à la crise des passeports qui a quand même laissé des traces assez traumatiques chez plusieurs électeurs, plusieurs citoyens. Donc ça, c'est un élément de plus qui s'ajoute à une gouvernance qui est questionnable. Au-delà de la gouvernance qui est questionnable, c'est de ne pas être capable non plus de répondre quand il y a ce genre de situation-là qui arrive avec une dilapidation des fonds publics. Puis ça soulève plein de questions sur comment sont gérés les fonds aussi de façon plus générale. Faute de réussir à avoir des réponses de la part du gouvernement Trudeau. Marc-André, Marie le dit, on n'a pas eu beaucoup de réponses cette semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de Justin Trudeau, justement? Ben moi, j'ai trouvé que la réponse de M. Trudeau, il manquait un peu de passion, là, un peu de nerfs dans ses réponses. On l'a vu la semaine dernière, comment il était passionné là, sur la décision de Bell Media de faire des coupures. Dans le contexte qu'on connaît actuellement, il était très passionné, fâché, décriait la décision. Mais là, il y a toute une retenue là-dedans. C'est sûr que quand tu es le premier ministre, tu n'as pas le choix de faire ça également, de protéger les institutions. Mais je pense qu'avec l'ampleur du dossier qu'on a devant nous, du fiasco avec Arrive-Can, je pense qu'on aurait dû sentir le premier ministre vraiment la colère dans ses propos, vraiment qu'on va aller au fond des choses. On le dit un peu autant dans la bouche de M. Trudeau que dans la bouche de certains ministres, mais on ne sent pas que ça vient le chercher. Et malheureusement pour lui, c'est comme si cette image-là d'un gouvernement qui a de la misère à gérer les fonds publics là, se résume là, un peu dans l'histoire d'Arrive-Can. Sandra Aubé, qu'est-ce que ça nous dit sur la fonction publique canadienne que toute cette histoire? Ça nous dit qu'il y a un méchant coup de barre à donner en matière d'approvisionnement de contrats. Si vous parlez à des gens qui travaillent dans le secteur privé, des gens qui font affaire avec le gouvernement, ils vous diront déjà que c'est difficile de répondre aux appels d'offres. Maintenant, quand je lisais de mon côté que l'entreprise avait participé à la rédaction de l'appel d'offres, en fait du contrat, ça soulève des questions qui sont immenses. Et après ça, au niveau de la reddition de compte, de passer un contrat de 80 000 $ qui va mener jusqu'à un dossier qui aura coûté 60 millions, puis on ne sait même pas si on a l'heure juste, c'est tout simplement de l'ordre de l'inacceptable. Mais dire que c'est inacceptable, à ce moment-ci, ça ne suffit pas. Je pense qu'on a besoin d'avoir une réforme, comme une réflexion. Il y a des enquêtes qui sont en cours, mais il y a besoin d'avoir des gestes concrets et je ne sais pas si ce sera suffisant. Parlons justement de la suite des choses. Gilles, le Bloc québécois demande la mise sous tutelle de l'Agence des services frontaliers. Est-ce que vous pensez que ça va trop loin? Non, ça va pas trop loin parce qu'on ne peut pas faire confiance à la direction de cet organisme, pas plus qu'au gouvernement. Soit par corruption, soit par incompétence, c'est pas mieux dans un cas ni dans l'autre. Or, cependant, quand on demande la mise sous tutelle, il faudrait préciser, je ne sais pas si le Bloc l'a fait, là, j'ai tenté de trouver, j'ai pas vu, que ceux ou celles qui exerceraient la tutelle devraient recevoir l'approbation de la Chambre des communes, de l'ensemble des partis. Parce que si c'est le gouvernement qui nomme quelqu'un qui va exercer la tutelle, je pense que les gens n'auront pas confiance, et avec raison. C'est incroyable. Ça dure depuis 2015. Quand M. Trudeau nous dit, vous savez, la pandémie, mais il y a eu les contrats avant la pandémie. Et c'est ces gens-là qui rédigeaient la préparation de leur propre contrat dans un sous-sol quelque part dans la banlieue d'Ottawa. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Ouais. Marie, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée de mise en tutelle?
Je suis pas certaine que ça vise le bon problème, Esther. J'ai l'impression que, bon, des fois, c'est le genre d'idée qui peut sortir dans un caucus matinal de dire on va demander une mise en tutelle. C'est un outil de communication, je vais dire comme ça, politique, qui peut sembler très fort, mais je pense que ça passe à côté du problème principal. Puis comme je le mentionne, de toute façon, ça soulève certains questionnements aussi sur comment ce serait fait. Là, moi non plus, je trouvais qu'il manquait un peu de corps et de viande autour de cette proposition. Mais ce que ça soulève comme question beaucoup plus générale, je pense que les élus devraient se poser cette question-là aussi, les élus de l'opposition, peut-être aller demander une enquête, une commission parlementaire, c'est comment effectivement 4 personnes dans un sous-sol avec une demi-adresse peuvent se retrouver à avoir la confiance, si on veut, de fonctionnaires. Donc, ça démontre vraiment un enjeu aussi sur le fonctionnement interne chez les fonctionnaires. Et c'est une situation, malheureusement, qui semble se multiplier aussi. Donc, est-ce qu'il y a une perte de contrôle à ce niveau-là? Je pense qu'il y a des questions très précises qui devraient se poser en termes de gestion des fonds publics. Oui. Marc-André, justement, qu'est-ce que le gouvernement Trudeau peut faire pour ramener la confiance dans le système? Bien, clairement, ça va prendre des actions, puis ça va prendre des responsables. Il va falloir que rapidement, on soit capable de dire ben telle ou telle personne paye pour ce qui s'est passé, là, parce qu'il y a tout ce qu'on vient d'énumérer en quelques minutes là, sur les lacunes, sur le fait que ces gens-là ont écrit l'appel d'offres, ont participé avec les fonctionnaires. Ça prend des coupables, entre guillemets. Et c'est ça, je pense, que les Canadiens puis les Québécois, c'est ça qu'on s'attend présentement. Et c'est pour ça que les gens, des fois, sont un peu tannés parce qu'on est dans une ère où il n'y a plus jamais personne qui est responsable. Il n'y a jamais personne qui est responsable de rien. Fait que ça fait qu'on peut faire n'importe quoi, puis on n'a pas de tape sur les doigts, ou on perd pas son emploi. Et ça, je pense que les gens sont tannés de ça. Donc, le gouvernement va devoir démontrer qu'ils sont sérieux, qu'ils veulent aller au fond des choses, puis qu'à la fin, là, il y a des gens qui vont payer pour qu'est-ce qui est arrivé. Sandra, vos pistes de solutions à vous? Je ne suis pas une experte en octroi de contrat, mais je suis d'accord avec l'idée, et assurément que ça se passera. Bon, il y avait déjà un comité parlementaire qui se penchait sur le dossier de Arif Khan. On sait que la GRC aussi se penche sur ce dossier-là. Donc, faire toutes les enquêtes, que ce soit là, au niveau criminel, que ce soit au niveau administratif, faire la reddition de comptes, s'engager auprès des citoyens canadiens à faire cette reddition de comptes-là. Donc, je pense, dans un laps de temps qui doit être déterminé. Il ne faut pas que ce soit dans un an. Là. C'est quelque chose qui est urgent parce que la question qu'on se pose, c'est, OK, ça s'est passé là, ça se passe où ailleurs? Alors, le bris de confiance, c'est les majeurs. Et ça doit être réparé. Et je dis pas que ça va être réparé avec un gouvernement libéral, mais avec le gouvernement en tant que tel. On doit savoir que les deniers publics et les impôts qu'on paye vont au bon endroit. Avec ça, on n'a pas confiance. Oui. Cela étant dit, on entre dans une pause parlementaire. Je veux faire avec vous un bilan de la rentrée 2024. Marc-André, avec ce dossier d'Arif Khan, c'est clairement avantage Poilièvre, là. Oui, tout à fait. On le voit dans les chiffres des sondages nationaux, également qu'on regarde dans les provinces. C'est sûr que pour M. Poilievre, ça lui donne là, du gaz en bon québécois là, pour justement marteler le coup de la mauvaise gestion des finances publiques par M. Trudeau et son équipe. Donc, ça place M. Poilievre encore une fois devant, même si on pense, on dit souvent, OK, qu'est-ce qui va arriver avec M. Poilievre? Est-ce qu'il va être capable de garder le rythme? On dit ça quoi depuis 6 mois, 8 mois? Les conservateurs, là, c'est quoi? On est rendu à plus de 70 sondages consécutifs là, où ils mènent. Il faut remonter là, au 28 mai dernier pour voir un sondage de libéraux était devant les conservateurs. Donc, M. Poilievre, il est toujours devant et présentement, on ne voit pas la façon là, comment il va ralentir le rythme. Oui. Sandra, la rentrée a aussi été marquée par des divisions dans le caucus libéral relativement au conflit entre le Hamas et Israël. Je pense encore cette semaine à l'histoire entourant le secrétaire parlementaire Rob Oliphant. Est-ce que vous pensez que ces tensions vont laisser des traces? Je pense qu'assurément, il y a un député, M. Oliphant, qui n'a pas passé une bonne semaine et on ne veut jamais se retrouver dans les nouvelles parce qu'un appel avec un citoyen aurait été enregistré ou prendre le devant dans un dossier comme ça. Par contre, ce que ça nous montre, c'est ce qui se passe derrière les portes closes. Ce qui se passe derrière les portes closes, c'est qu'on a des citoyens qui interpellent
leurs élus par rapport à la position d'un gouvernement, une position qui, dans plusieurs cas, ils trouvent extrêmement difficile, qui ne les représente pas. Et M. Oliphant a fait preuve de candeur. Ça nous montre justement qu'il y a différentes positions dans le caucus, que ce soit au caucus libéral, mais certainement ailleurs. On entend souvent parler de la sacro-sainte ligne de parti. C'est quelque chose qui va être suivi quand on vote, quand on va faire les présentations publiques. Mais oui, ça nous montre qu'il y a des différentes visions par rapport à ça et que c'est extrêmement polarisant. Alors oui, c'est sûr que ça crée des tensions. C'est un conflit qui est ancien, qui est complexe. On parle de vies humaines qui sont affectées. Donc, il faudra voir jusqu'où est-ce que ça va aller. Ouais. Sur le bilan du NPD, Jack Meeting menace plus que jamais de déchirer son entente avec les libéraux s'il n'y a pas les bases de son fameux programme d'assurance médicaments d'ici au 1er mars. Est-ce que vous prenez ça au sérieux, Marie? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est une menace qui a déjà été mise de l'avant, en fait, lorsque le projet de loi devait être déposé le 31 décembre. Ça n'a pas été mis à exécution. Là, on comprend que Jack Mixon, le NPD, là, il cherche à exister là, à travers tout ce débat, puis tout ce débat parlementaire, si on veut, entre le Parti conservateur, entre les libéraux. Donc, ils cherchent la visibilité, ils cherchent à exister. Donc, c'est sûr que ça leur a fait à chercher une grande visibilité, mais est-ce qu'ils ont les moyens de le mettre à exécution et de partir en élection? Parce que la question est là, est-ce que ça déclenche une élection? Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de mettre ça au niveau financier, au niveau des chiffres dans les sondages, au niveau de leur capacité de faire une campagne électorale? Moi, je doute que le calcul soit celui-ci. Ils cherchent vraiment à mettre de la pression. Est-ce que ça résultera dans un Parti libéral du Canada qui va déposer une entente d'un projet de loi, peut-être pas une couverture universelle, une couverture partielle. Après ça, encore faut-il l'appeler, le projet de loi, il faut l'étudier, ça aussi, ça peut traîner bien en longueur avant une éventuelle élection. Oui. Gilles, si jamais le NPD déchirait son entente avec les libéraux, quoique Marie en doute, est-ce que ça pourrait redonner un deuxième souffle au Bloc québécois? Premièrement, le Bloc ne se pose jamais la question de savoir si on va ou va pas en élection. Plutôt, si une proposition est bonne pour le Québec, le Bloc l'appuie. Si elle n'est pas bonne pour le Québec, le Bloc s'y oppose et affronte les conséquences dans un cas comme dans l'autre. Deuxièmement, ça va bien pour le Bloc. Le Bloc est en tête de la très grande majorité des sondages au Québec. Et une chose qui ne ressort pas assez souvent, c'est que quand ils ont 33 ou 35, à 33, ça veut dire 38% chez les francophones. À 35, ça veut dire 40% chez les francophones. Alors ça peut vouloir dire beaucoup de comtés, énormément de comtés. Donc, ils doivent poursuivre de la même façon qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en étant responsables, et en maintenant toujours la ligne d'appuyer ce qui est bon pour le Québec, s'opposer à ce qui n'est pas bon pour le Québec. Oui, le Bloc qui garde sa pertinence malgré tout. C'est tout le temps qu'on a. Merci à vous quatre. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.